fait appel à plusieurs intervenants de différents horizons. Et souvent, les présentations seront à deux voix pour apporter des connaissances et des retours d'expérience très pratiques autour de la gestion de la matière organique dans différentes situations de culture, mais également l'effet de l'efficacité et l'effet de certains types de matières organiques, notamment les digestats et les produits résiduaires organiques par rapport à la gestion de la matière organique des sols. Et puis, nous allons finir par deux interventions en fin donc, de cette journée avec des présentations autour des démarches incitatives qui, au regard de l'efficacité des matières organiques des sols et notamment la séquestration du carbone et le stockage donc du carbone dans le sol pour le label bas carbone. Et puis, bien entendu, sans oublier le côté innocuité des matières fertilisantes et supports de culture, donc tout ce qui est géré au niveau réglementaire pour cadrer le retour au sol et la valorisation des matières fertilisantes au niveau donc des sols par l'intervention du ministère de l'Agriculture autour du socle commun. Et je remercie d'avance les différents intervenants pour avoir accepté de présenter leurs travaux. Et comme l'a précisé Mathieu, merci d'être attentif au temps. Il y aura donc cette sonnette-là qui va alerter 2 minutes avant le temps de vos présentations. Merci. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole et j'invite Florent Levavasseur de l'INRAE et Fiona Aubrio du LDR pour nous présenter leurs travaux autour des propriétés amendantes des produits résiduaires organiques et les services agronomiques rendus. À vous la parole. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Fiona, tu es là aussi? Oui, c'est bon. Ok. Donc avec Fiona, on va vous présenter des éléments sur les caractéristiques amendantes des pros et les services agronomiques rendus. Donc pour les diapos passent, c'est bon, oui, j'ai bien pris le contrôle. Oui, parfait. Oui, merci. Donc on va recommencer par vous montrer les effets des pros directement sur la matière organique des sols. Donc pour ça, il y a tout un tas d'essais longue durée dans le monde qui ont montré que les apports de pros permettent d'augmenter les stocks de carbone. Donc ici, on vous a remis les résultats de l'essai Cali-Agro qu'on gère à l'INRA en Ile-de-France, donc un essai qu'on présente régulièrement. C'est un essai où on épand 3 types de compost urbain et un fumier bovin tous les 2 ans à la même dose de carbone, donc c'est-à-dire 4 tonnes de carbone par hectare, ce qui correspond à 20 à 35 tonnes de matière tous les 2 ans. Donc, ça fait 20 ans que cet essai dure, et ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est une forte augmentation des stocks de carbone, d'un peu plus de 40 à 70 tonnes dans les traitements où on stocke le plus. Donc, ce que ça met en évidence ici, c'est qu'on a un fort stockage qui est permis par ici des fortes doses. C'est quand même un site où on épand des quantités importantes de pros, mais cet effet stockage, on le voit également sur des sites où les doses sont plus modérées, même si du coup le stockage dans ce cas-là est moindre. Ce qui est intéressant sur ce site, au-delà de l'effet dose et de voir qu'on peut stocker en mettant des pros, c'est on voit la variabilité du stockage à dose de carbone identique. C'est-à-dire que les 4 traitements pros ici sont dimensionnés pour apporter la même dose de carbone. Donc, je précise 4 tonnes de carbone par hectare, mais on voit qu'on stocke beaucoup plus dans les traitements compost de déchets verts et boue et biodéchets, comparé au fumier bovin et comparé au compost d'ordures ménagères. Donc, ce qui montre bien l'influence de la qualité du carbone épandu au-delà de quelques années, voire même au-delà de la décennie, sur les stocks de carbone des sols. Donc, on stocke du carbone, mais on stocke aussi de l'azote, et du coup, dans la matière organique des sols. Donc, suite aux augmentations de matière organique des sols, on va avoir un surplus de minéralisation azotée. Donc, c'est ce qui est ici représenté sur le graphique. C'est un peu petit, mais il y a c'est au fur et à mesure des ans, le surplus de minéralisation azotée dans les traitements pro par rapport aux témoins azote minéral. Donc, on voit qu'au début, les surplus de minéralisation est faible, mais au fur et à mesure, au bout d'un certain nombre d'années d'apport répété de pro, on a vraiment un
surplus de minéralisation qui se met en place, ce qui permet de réduire les doses d'engrais azotés de façon conséquente. Alors le corollaire négatif, par contre, c'est qu'on minéralise aussi de l'azote en fin d'été et à l'automne, donc c'est un risque de lixiviation hivernale qui va être à maîtriser avec une bonne absorption d'azote via des couverts ou via des couverts, par exemple. Ça se traduit en termes de production agricole, ces effets sur la matière organique des sols. Je ne vais pas trop le temps de détailler, mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on a des traitements qui allient pro et compléments engrais ajustés, on a des rendements identiques au traitement 100% minéral, malgré le fait qu'on ait baissé les engrais. Et par contre, quand on supprime complètement les engrais et qu'on a une fertilisation basée qu'avec des pros, en général, les rendements sont plus faibles, notamment au début. Mais suite à l'augmentation de la matière organique des sols au fur et à mesure des années, les rendements des traitements avec pros peuvent arriver du même ordre que ceux avec engrais minéraux. Autre effet des pros, encore suite aux augmentations de la matière organique des sols, c'est une augmentation de la biomasse microbienne des sols. Donc ça, on l'observe uniquement sur les essais où on a des très fortes augmentations de matière organique des sols, donc ce qui est le cas encore une fois à Caliagro. Donc ici, vous avez un graphique qui présente la biomasse microbienne, où on voit le traitement témoin à droite et les autres, donc le traitement témoin a moins de biomasse. Mais ça, on ne l'observe pas dans des sites où le stockage est plus faible. Donc voilà, l'effet pro est quand même pas systématique sur tous les sites. Et au-delà de l'abondance, on n'a pas forcément d'effet sur la diversité microbienne, et l'effet sur la structure des communautés microbiennes est également assez limité. Par contre, on peut avoir un effet sur les augmentations de vers de terre, donc pareil avec des apports assez importants de pro, qui vont être variables selon les traitements pro du coup, mais bon, globalement, ça va augmenter ces abondances de vers de terre avec apport de pro, ce qui permet d'augmenter la porosité du sol, comme c'est représenté ici. D'autres effets que je n'ai pas le temps d'illustrer ici, ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mais que je remets pour mémoire, ça rappeler à quoi ça sert d'augmenter la matière organique des sols dans ces essais, c'est qu'on améliore la stabilité structurelle des sols, on va améliorer sa plasticité, diminuer l'énergie nécessaire pour travailler les sols. On va également augmenter la réserve utile. Alors ça, c'est quand même à nuancer. Par exemple, sur Caliagro, on a pris quasiment 30 tonnes de stock de carbone, on n'a pris que quelques millimètres de réserve utile. Donc les effets sont quand même assez limité. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des effets de la matière organique des sols des pros sur la matière organique des sols. C'est variable selon les pros. Et c'est pourquoi on a besoin de caractériser ces pros au labo pour expliquer ces effets. Donc, pour ça, je passe la parole à Fiona. Donc, merci Florent. Donc, Florent vient bien d'évoquer les effets positifs et négatifs des apports de produits résiduaires organiques sur les sols. Mais pour bien comprendre et expliquer leurs effets, il est nécessaire donc de connaître les propriétés, donc les caractéristiques des pros. Donc pour cela, on a besoin de quantifier les teneurs en carbone des pros, mais pas que. Et pour mesurer le carbone des pros, on utilise la même technique que pour le sol, c'est-à-dire une combustion sèche ou analyseur élémentaire pour accéder au carbone total. Pour accéder au carbone minéral, on va donc parler carbone minéral ou carbone décarbonate, on va utiliser ce qu'on appelle la calcimétrie. Et pour avoir accès au carbone organique, on va faire la différence du carbone total et du carbone minéral. Donc le coefficient de passage pour passer du carbone à la matière organique pour les produits résiduaires organiques est de 2, à la différence de ce qui a été présenté ce matin par François Servin pour les sols, où le coefficient est de 1,72 à 2 selon les laboratoires. Donc tu peux cliquer pour passer à la suite. L'animation. Donc, on mesure aussi, c'est aussi important de connaître les teneurs en azote, puisqu'on a vu que le carbone et l'azote étaient étroitement liés. Donc, pour cela, de la même manière que pour le carbone, l'azote total, on le mesure par combustion sèche ou analyseur élémentaire. Et l'azote minéral, donc l'ammonium et les nitrates, vont être mesurés en flux continu par une réaction colorimétrique. L'azote organique, ce sera donc là aussi la différence entre l'azote total et l'azote organique. Tu peux passer. Et donc, il y a d'autres éléments qui sont importants pour caractériser les produits résiduaires organiques, c'est le phosphore, le potassium, le magnésium, et on peut même aller jusqu'à mesurer les éléments traces métalliques. Donc, toutes ces informations vont être utiles pour caractériser les teneurs en éléments majeurs des pros et notamment pour paramétrer les modèles. Donc là, on parlait bien de la quantité
des éléments majeurs présents dans les produits organiques. Mais quand on parle de pros, tu peux passer à la diapo suivante. Il est aussi important de caractériser les pros par la qualité de la matière organique qui les compose. Donc, pour avoir accès à cette qualité, on va pouvoir mettre en place des incubations au laboratoire qui permettent de suivre les cinétiques de décomposition de la matière, donc de la minéralisation du carbone ou de l'azote. Donc, on peut se placer dans la FDU 44163 qui est applicable pour les amendements organiques, qui correspond en fait à se mettre dans une quantité de carbone apportée par les pros identiques, à savoir 2 grammes de carbone par kilo de sol. Ce qui correspond, voilà, donc on place dans 25 grammes de sol témoin équivalent sec. Pour le dispositif carbone, on va donc placer cette capsule, ce mélange de sol et de pro, dans un dispositif hermétique auquel on ajoute un pilulier de soude qui va permettre de piéger le CO2 dégagé par l'activité des micro-organismes. On va placer aussi un pilulier d'eau pour rester à humidité constante. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que pour ces incubations en conditions contrôlées de laboratoire, on se place justement dans des conditions contrôlées, donc 28 degrés, APF de 5, donc humidité constante, et pendant 91 jours. Et pour le dispositif azoté, là, on est sur un dispositif destructif, donc ces capsules. Chaque capsule correspond finalement à une date de mesure, puisqu'on va devoir détruire l'échantillon pour mesurer la quantité d'azote minéralisé. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, on raisonnait sur des quantités de carbone apportées, donc à quantité identique, mais on a une autre norme, la FDU 40263, qui, elle, est applicable pour les engrais minéraux et organominéraux. Et donc là, elle se place dans des conditions de quantité d'azote apportée par les pros constantes, qui correspond finalement à 170 kg d'azote par hectare, soit 1,6 mg d'azote pour 25 g de sol sec. Et donc là, on va mesurer simplement les cinétiques de minéralisation liées à l'azote. Donc, tu peux passer à la suivante. Donc, les résultats vont être exprimés de la façon suivante. Donc, ici, j'ai représenté à gauche les cinétiques de minéralisation pour le carbone et à droite les cinétiques de minéralisation pour l'azote, pour les deux sites, pour 2 sites du SOER Pro, donc des sites expérimentaux de longue durée, dont un qu'on a pas mal évoqué en introduction, qui est le site de Caliagro, qui se trouve en bas sur cette diapo, qui correspond en fait au site donc en Île-de-France. Et en haut, vous avez le site de Colmar qui se situe en Alsace. Donc sur ces 2 sites expérimentaux, on a des produits résiduaires organiques quasiment de nature identique, excepté pour Colmar où on a un compost de fumier et on a une boue de station d'épuration. Et si on regarde maintenant, mais très brièvement, les résultats, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais prendre 2 exemples. Donc si on regarde ici la cinétique de minéralisation du carbone en rose pour la boue de station d'épuration, donc à Colmar, vous voyez que la cinétique pour le carbone, elle démarre très rapidement. Donc c'est un produit qui se minéralise très vite. Et de la même manière pour le carbone et pour l'azote, on considère donc que cette boue est un produit résiduaire organique plutôt fertilisant à décomposition rapide. La matière organique est très facilement accessible pour les micro-organismes. À l'inverse, le compost de déchets verts et de boue, qui est la ligne en violette, que ce soit pour Colmar ou pour Caliagro, a une cinétique de minéralisation pour le carbone et pour l'azote assez stable, très faible, on va dire, et donc finalement, ce produit-là est plutôt considéré comme un produit amendant et assez stable avec une matière organique qui est plus difficilement accessible pour les micro-organismes. Donc toutes ces informations-là, elles peuvent être utiles pour paramétrer des modèles et donc notamment pour prédire le stockage de carbone. Donc ça, en général, on regarde ce qui se passe plutôt à la fin de la cinétique de minéralisation ou encore pour évoquer des fournitures liées à l'azote au champ. Donc, on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, comme on l'a vu, les incubations en conditions contrôlées de laboratoire, ce sont des expérimentations qui sont longues. Là, on est sur 91 jours, assez coûteuses, qui demandent beaucoup de temps, en fait, de manutention. Donc, il y a eu la nécessité de développer un outil qui était plus rapide. Donc, c'est l'outil ISMO, Indice de stabilité de la matière organique, qui est donc en fait qui a été développé par Laser Metal en 2009 et qui donc reprend en fait une partie de la minéralisation du carbone qu'on a précisé là, mais qui se focalise sur le pourcentage de carbone minéralisé à 3 jours seulement. Et ce qui rentre en compte dans cet indice, c'est plutôt le fractionnement biochimique de la matière organique qui compose les produits résiduaires organiques. Pour cela, on va attaquer en fait la matière organique des pros par des agents successifs. Donc, on va commencer par des agents
agents neutres, puis ensuite aller vers des agents plutôt acides, jusqu'à de la calcination pour accéder aux différents pools, donc le pool soluble, hémicellulosique, cellulosique et ligneux. Et vous voyez dans cette équation-là qu'on prend en compte la partie soluble du produit organique, la partie cellulosique et la partie ligneuse. Donc cet indicateur qui demande moins de temps en fait d'analyse, elle peut être aussi utilisée, comme le présentera tout à l'heure Florent, dans des modèles pour prédire encore une fois le stockage de carbone au champ. Et donc tous ces indicateurs, ils vont permettre d'alimenter les modèles. Et donc là, on est bien sur des indicateurs mesurés au laboratoire. Et donc le passage du laboratoire au passage au champ se fait par des fonctions de pédotransfert qui permettent de prendre en compte l'humidité, la température et les types de sol afin de retranscrire les cinétiques de minéralisation dans des conditions, on va dire, atmosphériques. Donc, je te relaisse la parole, Florent. Voilà. Oui, alors justement pour illustrer à quoi peut servir l'ISMO, donc on s'en est servi pour paramétrer AMG comme ça a été dit ce matin, et là je vous représente juste une façon d'estimer d'utiliser simplement l'ISMO en combinant la teneur en carbone fois l'ISMO. En fait, on obtient l'apport de carbone stabilisé par tonne de matière brute de produit, et ce qu'on voit, c'est que c'est très variable entre pros. Donc ici, je vous ai remis, par exemple, par tonne de matière brute, on est de l'ordre d'une dizaine de kilogrammes de carbone stabilisé, donc qui va contribuer à la matière organique des sols pour des digestats, des lisiers, à plus d'une centaine de kilos pour un compost de déchets verts. Alors, au-delà de l'ISMO, là, c'est surtout l'effet teneur en matière sèche et teneur en carbone qui va jouer. Après, si on utilise ça pour calibrer des modèles comme AMG, ici, en faisant des petits calculs, on voit que quelle quantité de carbone, quelle quantité de pro annuelle il faudrait pour augmenter d'1,5% la teneur en matière organique d'un sol en 20 ans sur 0,25 cm. Alors, il y a plein d'hypothèses derrière et il ne faut pas forcément retenir les chiffres en détail, mais c'est pour avoir des ordres de grandeur. Ce qu'on voit ici, c'est que pour des apports de compost, ça peut être gérable de l'ordre d'une quinzaine de tonnes de compost par an, mais c'est déjà pas mal. Et par contre, on obtient des doses complètement irréalistes, genre 60 tonnes de boue par an ou plus de 100 tonnes de digestats, pas réalistes en termes de disponibilité ou de risque de contamination ou de perte d'azote. Au-delà des prédire les effets carbone, on peut aussi combiner différents modèles et fonctions de pédotransfert pour prédire l'ensemble des effets des pros. Donc, je vous ai présenté au tout début de la présentation. Là, on peut essayer d'en prédire un certain nombre pour aider les agriculteurs à dire, voilà, si on apporte du compost, quel va être l'effet, non pas que sur le carbone, mais sur tout un tas d'indicateurs de fertilité. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre d'un outil qui s'appelle Proleg, où on a combiné AMG avec un modèle de culture, des fonctions de pédotransfert. Je vous l'illustre très rapidement parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais ce que peut faire l'outil. Donc ici, des situations sans apport de compost en bleu ou avec apport de compost en marron, où bon voilà, on va prédire l'évolution de la matière organique du sol, donc avec AMG, c'est le graphe en haut à droite par exemple, mais aussi on peut prédire la diminution de la battance du sol ou l'augmentation de la biomasse microbienne, ou encore des augmentations de fourniture d'azote du sol. Alors, on voit bien qu'au début, à 1 an, là, c'est enfin en bas à droite, mais sur la partie gauche, c'est très faible. Par contre, au bout de 20 ans d'apport répété, la fourniture d'azote augmente. Et aussi un tas d'autres effets que je ne présenterai pas ici, parce qu'on n'a pas le temps, mais pour dire que ça permet de faire une évaluation intégrée des apports de pro, pas que sur la matière organique, pour optimiser au mieux la pratique dans les systèmes de culture et les agriculteurs. Et je repasse rapidement la parole à Fiona pour présenter l'utilisation de ces données labo de façon plus opérationnelle dans des outils de fertilisation. Donc voilà, donc c'est ça, l'idée c'était vraiment de vous présenter un autre outil qui est plutôt axé pour des agriculteurs ou des conseillers, donc c'est l'outil Azofert, qui est un outil d'aide à la décision pour la fertilisation azotée qui prend en compte aussi les produits résiduels organiques. Donc là je vous présente juste la partie, mais très rapidement, comment est pris en compte les produits organiques dans une partie du modèle. Donc le Azofert est capable de prendre en compte à 2 échelles différentes, une échelle à court terme, l'utilisation des produits résiduels organiques, c'est ce que vous voyez à gauche, donc c'est vraiment sur les
l'effet annuel, où ici, vous voyez en fait différentes cinétiques de minéralisation pour bien raccrocher avec les mesures qui sont faites au laboratoire, qui peuvent être donc inclus dans des outils. Tu peux passer juste cliquer pour l'animation. Et donc ici aussi, l'outil est capable de prendre en compte aussi l'effet de la date d'apport. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une vinasse apportée en automne ou une vinasse apportée au printemps. Donc on voit bien que la fourniture est différente et donc le modèle peut prendre en compte du coup des variations de date d'apport des produits. Mais on est aussi capable dans cet outil de saisir les caractéristiques des pros. Donc ça fait bien écho avec ce que j'ai présenté tout à l'heure, notamment les teneurs en carbone, les teneurs en azote ou encore les teneurs en azote minéral des produits résiduels organiques. Et donc, on parlait ici beaucoup de l'effet amendant. Donc, l'outil, le modèle Azofert est aussi en mesure de considérer ces effets à long terme, donc l'effet dit d'apport répété de produits résiduels organiques, qui se trouve celui-ci inclus dans le poste minéralisation de l'humus du sol au travers les habitudes culturales, la fréquence, la nature des apports organiques, mais aussi la possibilité pour les agriculteurs de renseigner le stock d'azote total dans leur sol, enfin en tout cas la teneur en azote total de leur sol. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Et donc pour conclure, pour faire vite, puisque la cloche a retenti, les effets amendants des produits résiduels organiques ont été observés dans de nombreux essais au champ. On a bien mis en évidence que ça permettait d'augmenter la matière organique des sols, de fournir de l'azote à long terme, mais aussi à court terme, d'améliorer les propriétés physiques, etc. Mais on a bien mis en évidence que les effets étaient très variables en fonction des doses d'apport, des contextes pédoclimatiques, mais surtout de la qualité des matières organiques apportées. Donc, il est très important de connaître les quantités de carbone et d'azote qui rentrent dans le système, donc les doses, les fréquences. Et on a aussi besoin d'estimer la stabilité du carbone des pros pour évaluer la contribution de la matière organique des sols. Et c'est ce qu'on fait au travers les différents indicateurs présentés, donc l'indice SISMO dont l'usage est validé pour de multiples produits résiduels organiques, au travers des cinétiques de minéralisation qui sont par contre des outils qui sont assez longs, mais plus précis puisqu'il donne une information plus complète puisqu'on va plus loin que les 3 jours de cinétique de minéralisation. Cependant, on a quelques limites à dire quand même sur ces cinétiques, c'est qu'on a mis en évidence une influence forte de la préparation de l'échantillon sur les résultats. Je pourrais y revenir en questionnement. Et on peut aussi noter que bien qu'on ait ces outils-là que j'ai présentés, qui sont des outils assez communs et simples, on a quand même l'émergence d'autres méthodes, notamment l'ISBAMO, le RMN, la NIRS ou encore le ROC-EVAL, dont on a pas mal parlé précédemment, qui s'appliquent aussi sur les produits résiduels organiques. Et finalement, à la question, est-ce que l'usage des données labo pour prédire les effets au champ via les modèles est-il possible? On peut répondre globalement oui au travers de l'outil AMG pour prédire l'évolution de la matière organique des sols. On peut dire aussi que certains effets sont prédictifs via différents modèles et fonctions de pédotransfert qu'on connaît bien, mais il y a encore d'autres effets qui sont un petit peu moins difficiles à prédire, comme l'évolution du pH ou encore la biologie du sol. Et enfin, Pardon ? Pour conclure. Et Florent, tu peux conclure si tu veux, mais là c'est terminé. Donc voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.